Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être un sujet bien concret parce qu'on va voir ensemble comment lever toutes les objections de vos prospects. Donc on va en couvrir quand même pas mal aujourd'hui. On va voir ensemble comment, parce que évidemment vous allez avoir des R1, des rendez-vous de vente si vous êtes mis à la prospection, si vous êtes lancé dans la vente, dans la recherche de vos premiers clients. Et on va voir ensemble comment lever toutes les objections que vous pourriez croiser. Donc c'est trop cher. Je fais déjà du marketing numérique avec une agence, je le fais déjà moi-même, j'ai une équipe en interne, je ne suis pas intéressé par le web. On va voir ensemble que répondre à tout ça. Et vous allez le voir, très souvent ces objections vont plutôt vous aider à closer plutôt qu'autre chose. Les objections comme ça, ça n'amène pas forcément à une issue négative. Ça peut vous aider à closer et vous allez apprendre comment dans cette vidéo. Alors avant de démarrer, une chose importante, venez me rejoindre sur Instagram, c'est là que je partage tout le quotidien entre deux vidéos YouTube, là où je vous fais souvent des sondages, je vous partage des choses, beaucoup de conseils SMMA entre deux vidéos également, à travers mes posts, mes stories, mes reels, etc. Donc venez nous rejoindre sur Instagram, le lien est en description. Également, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît. Si vous voulez plus de contenu comme ça, là il y a 5 objections qu'on va traiter dans cette vidéo. Mais s'il y a suffisamment de likes, je pourrais en traiter encore plus. Donc likez cette vidéo, abonnez-vous. Et enfin, venez me rejoindre pour le webinaire, la masterclass Devenir consultant qui aura lieu demain, jeudi 15 juillet à 20 h. Alors, probablement que vous voyez cette vidéo après le 15 juillet, pas d'inquiétude, le lien en description est toujours valable, simplement la date aura changé. Mais si vous voyez cette vidéo avant le 15 juillet 20 h, bah écoutez, c'est peut-être une bonne occasion de vous lancer en SMMA parce qu'il y a une masterclass gratuite, une conférence en live où vous pourrez me poser toutes vos questions dans laquelle je vous expliquerai comment trouver vos premiers clients et aller chercher vos premiers milliers d'euros de revenus mensuels. Donc tout ça, c'est gratuit et c'est en description. Bon, allez, on attaque et avant de voir ensemble comment lever ces 5 objections que je vous ai citées précédemment, comprenez d'abord une chose qui est bien importante, c'est qu'une objection n'est pas forcément une mauvaise chose. Comme je le disais un peu dans l'intro de la vidéo, une objection peut être une bonne chose dans le sens où ça prouve l'intérêt de votre prospect. Il faut bien comprendre qu'un prospect qui n'a pas envie de travailler avec vous ne prendra pas le temps de vous expliquer en long, en large, en travers pourquoi. Et si globalement un prospect vous revient suite à un devis pour vous expliquer qu'il a des doutes par rapport au devis ou autre, concrètement ça peut être quand même bon signe, c'est qu'il y a une discussion qui est en cours avec le prospect et ça c'est une première bonne nouvelle. Du moment qu'il y a une discussion, il y a une possibilité de closing. Ensuite de ça, il faut comprendre qu'une objection c'est rarement un refus de votre offre. En fait, quasiment jamais. Une objection c'est simplement un signe que vous n'avez pas couvert certains sujets lors de vos premiers rendez-vous de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on a une objection comme le prix qui est trop cher, vous allez le voir après, mais il y a des raisons qui poussent un prospect à dire c'est trop cher ou je n'en ai pas besoin ou ça ne m'intéresse pas. Et ces raisons sont très souvent qu'il n'en comprend pas l'intérêt ou qu'il ignore d'autres informations que vous auriez pu lui indiquer dans le R1, que vous auriez pu anticiper. Donc on se rend compte qu'en fait une objection, c'est souvent de notre faute à nous en tant que consultants. C'est simplement qu'il y a des sujets qu'on n'a pas suffisamment évoqués ou qu'on n'a pas suffisamment approfondis et que le prospect n'a pas suffisamment bien compris pour nous dire oui immédiatement. Donc dans ce cas-là, une objection c'est ni plus ni moins qu'une deuxième chance de closer votre prospect. C'est simplement une deuxième chance, c'est une poursuite de la conversation, tout simplement. Donc une objection n'est pas une mauvaise chose, c'est une suite logique. Il est normal que tout le monde ne soit pas toujours d'accord avec notre point de vue, avec notre proposition. Il peut y avoir plein de raisons pour ça, vous allez le voir. Mais en tout cas, sachez que non, une objection, ce n'est pas la fin du monde. Et surtout, vous ne devez pas vous décomposer face au prospect dès qu'il y a une objection. Au contraire, une objection, c'est une conversation, c'est normal. Donc, ceci dit, ça c'était important. On va attaquer les 5 objections les plus communes selon moi, en tout cas celles que personnellement j'ai le plus entendues dans le marketing sur ces 5-6 dernières années. Et écoutez, on va voir ensemble comment les lever une par une. On va pas les éliminer comme je vous l'ai dit parce que justement elles peuvent toujours rester présentes, c'est naturel. Mais on va voir ensemble comment répondre à ce genre d'objection. Alors on va y aller avec la plus commune, la plus simple entre guillemets, mais surtout la plus courante, celle que vous allez probablement entendre plusieurs fois dans votre vie entrepreneuriale. C'est trop cher. Donc vous sortez de votre R1, vous avez vu votre client, vous lui avez parlé et vous lui avez envoyé un devis et là il répond à votre devis avec un « c'est trop cher ». Alors j'avais déjà évoqué le sujet dans une vidéo précédente pendant le défi du mois de juin. Le « c'est trop cher », c'est rarement
c'est trop cher. C'est rarement pour dire que le prix est trop élevé. En réalité, le c'est trop cher cache souvent autre chose. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, la bonne réaction à avoir par rapport à un c'est trop cher, c'est trop cher par rapport à quoi? Ça, c'est votre enquête à vous, c'est votre objectif ici, c'est de comprendre. Quand le client vous dit c'est trop cher, il veut dire c'est trop cher par rapport à quoi? À quoi est-ce qu'il compare votre prix pour dire que c'est trop cher? C'est ça qui va faire la différence dans la levée de l'objection. Vous devez comprendre en fait à quoi pense votre prospect lorsqu'il vous dit ça. Est-ce qu'il vous dit, la seule option qui est financière, c'est trop cher par rapport à mon budget? Dans ce cas-là, oui, ça peut être financier. C'est trop cher par rapport à mon budget. Bon, ben là c'est extrêmement simple. Et donc, quel est votre budget? Si vous faites un devis à 2500 € et que le prospect vous répond c'est trop cher par rapport à mon budget, la question est naturelle. Et donc, quel serait votre budget? 2000 €? Ah, option 1, c'est juste un petit peu en dessous. À vous de voir si vous souhaitez vous aligner ou non. Votre prospect vous dit qu'à 2000 €, il accepte immédiatement le contrat. À vous de voir si vous êtes prêt à faire ces 500 € de rabais pour avoir une acceptation immédiate. Première option, juste un petit peu en dessous. Deuxième option, le budget de base est carrément à la moitié. Donc 1250 € de budget au lieu de 2500. Bon bah là, ce serait quand même compliqué d'offrir le même service pour 1250 €, donc en divisant par deux. C'est quand même assez agressif comme rabais. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de dire, bah, ok, j'avais prévu de vous faire une campagne Facebook avec une campagne de remarketing et une campagne Google. Ce que je vous propose, c'est de retirer la campagne Google pour ne garder que la campagne Facebook et le retargeting. Comme ça, moi, j'enlève un service, ça permet de baisser un peu le devis et on tombe à 1250 €. Est-ce que ça vous convient? Vous voyez, l'idée, c'est de, ici, vous ne pouvez pas offrir la même chose pour 2 fois moins cher, donc vous éliminez des éléments de votre devis pour baisser le prix, mais vous travaillez quand même avec le prospect au maximum de son budget. Et la troisième option, c'est que le prospect vous réponde, bah, moi mon budget c'était 500 €. Et bien là, le problème, c'est que c'est peut-être vous qui avez mal ciblé le prospect, peut-être que vous avez ciblé une entreprise trop petite ou qui n'avait pas un potentiel économique suffisant, c'est une première option. Ou alors le prospect n'accorde pas tant de valeur que ça au service en question. On va en reparler un peu plus tard. Mais dans ce cas-là, de toute façon, si le prospect vous dit qu'il a 500 € sur un service qui en vaut au moins 2500, là peut-être qu'il est plutôt temps de faire demi-tour ou de vraiment avoir une deuxième conversation très sérieuse au niveau de ce qu'est le web, de ce que ça implique comme effort de votre part et de pourquoi ça coûte 2500 € et non pas 500 €. Mais il faut reprendre des bases ou faire demi-tour selon moi. Donc vous voyez, c'est trop cher, ok, par rapport à quoi? Si c'est par rapport au budget, vous avez les 3 possibilités. Autre possibilité, c'est trop cher par rapport à ton concurrent. Imaginons que votre prospect a fait un appel d'offres, c'est-à-dire qu'il a reçu plusieurs devis de plusieurs entreprises, dont la vôtre mais aussi vos concurrents, et il vous dit c'est trop cher par rapport à tes concurrents. Donc, la première question, vous pourriez la tenter, et combien vous proposent mes concurrents? Tous les clients ne le diront pas, mais vous pouvez la tenter, ça ne coûte rien. Auquel cas, vous pourrez savoir si vous voulez vous aligner ou non. Mais à partir de là, posez la question au prospect. Ok, qu'est-ce que vous attendez de moi? Je suis plus cher que mon concurrent. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Est-ce que vous voulez vous voulez me demander de m'aligner sur le prix de mon concurrent? Ou est-ce que vous êtes ok pour travailler avec ce prix-là parce que vous avez conscience que je ferai un meilleur travail que mon concurrent? Ou parce qu'on a eu un meilleur feeling que mon concurrent? Donc l'idée, en fait, c'est de comprendre ici qu'est-ce qu'attend de vous le prospect? Parce que si le prospect vous dit t'es trop cher par rapport à ton concurrent, ok. Et dans ce cas-là, il aurait pu lui dire oui et ne jamais vous reparler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au final, qu'est-ce qui serait l'idéal pour ce prospect? Certains vont dire bah écoute, allez, t'es à 2000, ton concurrent est à 1500, mais j'ai envie de travailler avec toi, donc descends à 1750 et puis on y va. C'est un compromis, à vous de voir si vous acceptez ou pas. Dans d'autres cas, personnellement, je fais davantage appel à l'émotionnel. Comme personnellement, je porte un soin particulier à créer une bonne relation avec mes clients, mais vraiment, je m'intéresse à eux, il y a de l'empathie, je vous en ai déjà parlé dans toutes mes vidéos sur la vente, sur le fait que l'empathie est importante. Je crée donc de bonnes relations avec mes prospects. Ce qui fait que personnellement, une de mes techniques très personnelles, encore une fois, c'est de dire, bah, écoutez, moi j'ai eu l'impression qu'on a eu particulièrement un bon feeling et que je suis le bon prestataire pour vous. Est-ce que vous avez cette impression vous aussi? Si oui, est-ce que la différence de prix entre mon concurrent et moi est si importante? Vous voyez, ça c'est encore une possibilité.
L'idée ici, c'est de, encore une fois, c'est vous qui allez voir un peu le contexte par rapport à votre prospect. Est-ce que vous allez plutôt jouer sur l'argent et vous aligner? Est-ce que vous allez plutôt jouer sur la qualité de la relation que vous avez avec lui? Et autrement, ça peut aussi être carrément sur les compétences, en disant, on a eu de bonnes conversations, vous et moi, vous avez vu que je sais de quoi je parle, vous avez vu que je comprends votre problématique et que je vous ai montré que j'avais la solution pour vous, en tout cas, j'ai la stratégie à appliquer par rapport à votre problématique. Ne pensez-vous pas que je peux peut-être vous apporter plus que d'autres? L'idée, c'est simplement de réengager la conversation. Là, votre prospect vous arrive avec un blocage, avec un obstacle, une objection. L'idée ici, c'est de mieux la comprendre pour réengager la conversation. Et à partir du moment où la conversation est réengagée, comme je le disais tout à l'heure, le closing est toujours possible. Au contraire, je vous dirais même qu'il s'approche le closing dans ces cas-là. Pour vous remettre en contexte, un prospect qui a décidé de vous dire non, par exemple dans le cadre d'un concurrent, moi ça m'est déjà arrivé de perdre un appel d'offres. Le prospect, clairement, il vous envoie un petit mail ou un SMS ou un appel rapide pour vous dire écoutez, nous avons décidé de ne pas aller de l'avant avec vous, mais d'aller avec une autre entreprise qui était votre concurrente lors de l'appel d'offres. Je vous remercie pour votre proposition et à très bientôt. Ça ressemble à ça un refus. C'est pas un c'est trop cher. Donc quand vous faites ce genre d'objection, encore une fois, c'est que la conversation est encore ouverte et que le closing est encore possible. Dernière possibilité, qui est probablement la plus importante pour le c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à la valeur perçue. Si votre prospect trouve que vous êtes trop cher et qu'il n'a pas vraiment, voilà, il n'a pas vraiment de raison, c'est-à-dire que non, vous n'êtes pas spécialement plus cher que vos concurrents, non, c'est pas forcément que c'est au-dessus de mon budget, c'est juste que je trouve ça cher. Il y en a qui vont vous dire ça. Mais ce qu'il faut comprendre, quand la personne en face de vous n'a pas de raison concrète de vous dire que c'est trop cher, comme un budget ou un concurrent, c'est que globalement, elle trouve que c'est trop cher par rapport à la valeur qu'elle en perçoit. Ce qu'on appelle la valeur perçue. Et ça veut dire que globalement, elle se dit que probablement qu'elle gagnera moins que ce que ça va lui coûter. Parce qu'on est d'accord, vous et moi, que si demain je vous dis, si vous me donnez 2 euros, je vous rends 4 euros. Vous n'allez pas réfléchir, vous allez me donner vos 2 euros pour récupérer vos 4 euros. Si il y a un flou, il y a un doute, je vous dis, vous me donnez 2 euros et vous pouvez avoir 1 euro, 2 euros, 3 euros, enfin vous récupérez de l'argent. Vous allez douter à me donner vos 2 euros parce que les 2 euros, vous l'avez dans la main, il est sûr. Alors que moi, ce que je vous propose, la valeur que je vous propose, elle n'est pas sûre, elle est floue. Oui. Donc vous allez hésiter. Vous allez me dire non, peut-être, 2 euros c'est peut-être un peu beaucoup, tu ne veux pas prendre 1 euro à la place. Vous voyez, c'est la même chose dans l'esprit du prospect. Il n'est pas convaincu, il n'est pas sûr de ce qu'il va obtenir en échange. Et je ne parle pas que de promettre des retours sur investissement. Je parle simplement qu'il n'a pas l'impression que vous êtes sûr de vous dans le fait de travailler avec lui, et ou alors qu'il n'a pas compris la valeur qu'il allait recevoir de vos services. Donc vous devez travailler la valeur perçue. Ça peut passer par rappeler quelles sont vos stratégies, vos outils, ce que vous allez mettre en place pour lui. Par exemple, rappeler, imaginons que vous, voilà, un site web à 3000 euros, le prospect trouve ça un peu cher, lui rappeler que, écoutez, je vais vous faire un site web qui va être responsive. C'est-à-dire que n'importe qui, sur n'importe quel écran, pourra l'ouvrir et avoir une expérience optimale. Ce qui est essentiel en 2021. Il sera sécurisé pour que tout le monde, tous les navigateurs puissent l'ouvrir. Il sera optimisé pour vous apporter des résultats. Vous voulez des demandes de devis, vous aurez des devis qui rentrent parce que j'aurai mis des boutons là où il le faut pour amener les gens à passer à l'action. J'aurai écrit des textes de façon à les persuader pour passer à l'action. Et vous lui rappelez ce que vous allez faire pour lui. Et donc là, il va comprendre la valeur, il va se rappeler que, ah oui, mon site web, il va être moderne, il va être responsive, il va marcher pour tout le monde, il va me rapporter des clients. Ok, allez, ça marche pour 3000 euros, ça est beau. Il n'a pas cette vision claire s'il vous dit non. Donc vous devez clarifier la valeur de votre service pour que ça passe. C'est pareil pour de la pub. Et l'idée avec la pub, c'est pas, encore une fois, je sais que certains voudraient résumer ça en se disant ok, je vous promets que si vous mettez 1000 euros, vous allez récupérer 5000 euros. Non, ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Mais ce que vous pouvez dire, c'est que imaginez que là, tout de suite, avec 1000 euros de budget publicitaire, il y ait 20 000 personnes qui voient les publicités de vos services, de vos produits. Vous avez confiance en vos produits, en vos services. Vous savez que vous amenez des résultats à vos clients. Oui? Ok. Donc si je vous montre à 20 000 personnes, est-ce qu'on est d'accord pour dire que vous devriez avoir des retours? Oui. Et des retours qui valent bien plus de 1000 euros? Oui. Dans ce cas-là,
On part du principe, vous et moi, que vos publicités seront rentables. Et vous le faites amener, vous l'amenez de lui-même à une conclusion que son argent va lui en générer encore davantage. Donc ça, c'était les 3 grandes possibilités pour tout ce qui est c'est trop cher. Donc c'est trop cher. Par rapport à quoi? Par rapport à son budget, par rapport à un concurrent ou par rapport à la valeur perçue. Et je vous ai donné les différentes possibilités pour contourner ça. Encore une fois, il y a toujours des petites des variantes et des choses que j'ai pas citées, mais là vous avez quand même les plus communes. Mais la valeur perçue, ne la sous-estimez pas. Très souvent, dès que le c'est trop cher n'est pas relié à quoi que ce soit de concret, très souvent, c'est simplement la valeur perçue qui n'est pas claire. Donc dans ce cas-là, vous repartez un peu en arrière et vous lui représentez en quoi votre service vaut l'argent que vous lui demandez, tout simplement. Autre objection qui est quand même assez commune, c'est j'ai déjà un consultant, j'ai déjà une agence ou je le fais déjà moi-même. Dans tous les cas, c'est en mode je le fais déjà avec quelqu'un ou par moi-même. Que répondre à ça? Parce que là, typiquement, on a l'impression que si quelqu'un nous dit bah voilà, je l'ai déjà, je le fais déjà, on se dit bah ça y est, c'est perdu, on fait demi-tour. Je vous avoue que ça c'est souvent l'objection qui paraît la plus compliquée parce qu'on se dit ok non, là c'est impossible à contrer, la personne est déjà accompagnée. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose, plus de 80-90% des clients avec qui on a travaillé dans Any Marketing étaient déjà accompagnés quand nous on est arrivés. Ça veut dire que chez Any Marketing, on a remplacé des agences qui étaient là précédemment. Et si on a remplacé des agences qui étaient là précédemment, comment est-ce qu'on a fait? Pourquoi est-ce qu'on les a remplacées ces agences? Eh bien tout simplement parce que l'entrepreneur qui était notre client pensait avoir une opportunité en travaillant avec nous, pensait pouvoir faire mieux en travaillant avec nous. Et donc, quand vous allez voir quelqu'un et qu'il vous répond « je suis déjà avec telle agence », c'est normal que ce soit sa première pensée, sa première réflexion. Ce que vous devez simplement lui mettre dans la tête à ce prospect, c'est « est-ce que tu n'es pas en train de manquer une opportunité ? Est-ce que tu n'es pas en train de refuser une situation potentiellement meilleure ?» Donc, ce que vous devez arriver à faire, c'est lui faire admettre que cette situation n'est pas idéale. Concrètement, en fait, ça va se faire de façon assez simple, par des questions, comme d'habitude. Non, j'ai déjà une agence qui s'occupe de moi. Ah, vous êtes déjà accompagné? Super, super. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez les résultats que vous souhaitiez? Et je vous donne d'autres variantes. Est-ce que vous avez le retour sur investissement que vous espériez au démarrage? Est-ce que vous avez les résultats que vous vouliez lorsque vous avez démarré? Est-ce que vous avez pu mettre en place tout ce qui avait été voulu au démarrage? Est-ce que ça se passe bien avec l'agence actuellement et que vous avez tous les objectifs, tous les résultats que vous espériez? Et vous posez toutes ces questions-là, toutes ces variantes-là, vous mélangez les mots comme vous voulez, mais vous utilisez une question comme ça. Est-ce que globalement, vous demandez au client, est-ce que vous êtes satisfait de votre situation actuelle? Est-ce que ce qui est mis en place aujourd'hui est à la hauteur de ce que vous voulez? Encore une fois, vous avez fait vos devoirs avant d'aller prospecter cette personne. Donc concrètement, vous n'êtes pas allé voir une boîte qui a un site web parfait, des campagnes Facebook et Google exceptionnelles et une stratégie email nickel. Vous êtes allé voir des entreprises qui avaient un problème visiblement. Un site web qui n'était pas sécurisé, qui n'était pas responsive, qui n'était pas optimisé pour les conversions, une boîte qui n'a pas de pixels sur son site web ou qui ne fait pas de publicité, ce genre de choses. Vous êtes allé voir évidemment des entreprises qui ont une problématique. Ça, c'est la base. Donc, vous le savez, vous, au fond, vous le savez, la personne en face de vous, même si elle vous dit « je suis déjà accompagné par une agence », ce qu'il faut lui faire avouer, c'est qu'elle en a conscience, elle a encore des lacunes. Dire « j'ai déjà un webmaster qui s'occupe de mon site web », si le site web n'est même pas sécurisé SSL, on sait très bien qu'au fond, elle-même, elle le sait, elle pourrait faire mieux. Donc il faut lui faire avouer, mais sans lui dire « ton site web n'est pas bon ». Donc c'est là où il faut lui poser la question. Et est-ce que vous avez tous les résultats que vous espériez? Est-ce que votre situation aujourd'hui est parfaite et idéale ou est-ce que vous pensez qu'on peut l'améliorer? Et vous allez voir que, encore une fois, là on s'adresse à des entrepreneurs. Et un entrepreneur, au bout d'un moment, il n'est pas marié avec son prestataire, avec l'agence ou le consultant qui s'occupe de lui. Un entrepreneur est là pour défendre les intérêts de son entreprise. Et aujourd'hui, si un entrepreneur a une agence web, qu'il la paye mensuellement, régulièrement, puis à un certain prix, au bout d'un moment, il va se poser la question de est-ce que je récupère mon argent et est-ce que je récupère mon argent de façon optimale? Est-ce que je suis au maximum de mon retour sur investissement? À partir de là, l'entrepreneur, avec son instinct entrepreneur, va faire le reste du boulot. Il va simplement vous sonder et voir, ok, est-ce que en travaillant avec toi, je peux avoir quelque chose de plus que ce que j'ai actuellement? Et éventuellement, il va vous mettre en compétition
Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à pas mal de consultants. Il va vous mettre en compétition, par exemple avec le prestataire actuel. Il va simplement vous dire, bah voilà, lui il a 10 000 euros de budget pub mensuel pour sa pub. Moi je te donne, pour un mois, tu as 1 000 euros de budget pub. Montre-moi ce que tu peux faire avec. Si tu fais mieux, tu récupères le contrat. Il n'y a pas plus rationnel et beaucoup d'entrepreneurs feront ça. Donc, vous voyez, l'idée c'est que vous arrivez, on vous dit, j'ai déjà un consultant, j'ai déjà une agence, ok. C'est pas parce que la personne est accompagnée qu'elle est déjà parfaitement satisfaite avec son agence ou son consultant ou son accompagnement actuel. Probablement qu'elle peut être à la recherche d'une meilleure performance et dans ce cas-là, elle vous mettra à l'essai, voire même elle switchera directement pour vous. Donc il faut simplement lancer la perche en fait à l'entrepreneur de vous exprimer ses doutes, ses déceptions, ses impressions par rapport au web aujourd'hui. À partir de là, la conversation elle est ouverte et vous pouvez encore une fois saisir ces perches-là pour closer tout ça. Maintenant, un point important, ça c'était dans le cas où elle est accompagnée, mais de même, si la personne vous dit je le fais déjà par moi-même, attention, vous devez faire attention à ne pas vexer la personne. Donc toutes les techniques en mode ouais mais moi je suis un professionnel, je le ferai mieux, on oublie. Si le prospect vous le dit de lui-même, tant mieux. Si le prospect dit mais j'ai conscience qu'un professionnel comme vous pouvez faire mieux que moi, mais aujourd'hui c'est moi qui le fais, pourquoi pas? Là c'est le client qui vous le dit, donc ok. Mais vous de vous-même n'allez pas dire à un client je le ferai mieux que vous parce que moi je suis un professionnel et pas vous. Déjà, quand on a un entrepreneur en face de nous, le mieux c'est toujours de le flatter et de le féliciter pour ce qu'il a fait. Il a fait des efforts au niveau du web, bravo pour vos efforts. Ce que vous allez faire, c'est comme précédemment, rappeler à l'entrepreneur que sa situation n'est pas idéale. Soit parce que ça lui prend trop de temps, soit parce qu'il n'a pas les résultats escomptés. Donc vous lui posez encore une fois les mêmes questions. Et les résultats que vous avez aujourd'hui, c'est à la hauteur de vos efforts et du temps que vous y investissez? Est-ce que vous avez le retour sur investissement que vous espérez par rapport au temps que vous y mettez? Vous lui posez des questions, vous lui rappelez que ça lui prend du temps et qu'il en espère des résultats. Et vous lui posez la question directement. À partir de là, encore une fois, ça peut ouvrir la conversation. Vous pourriez être vraiment étonné. Moi, j'ai plusieurs prospects qui m'ont déjà dit non, nous, on veut être autonome, on veut tout faire nous-mêmes. Et en fait, c'est à ce moment-là que vous devez éventuellement proposer des compromis. Écoutez, ok, vous voulez tout faire vous-même, donc je ne prendrai pas le mandat de tout faire à votre place, mais qu'est-ce que vous diriez qu'on prenne quelques heures pour voir ensemble, peut-être avoir un œil extérieur? Avoir un œil extérieur sur ce que vous faites actuellement et voir comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Je peux peut-être vous donner juste quelques conseils en quelques heures qui pourraient vous permettre à vous, de votre côté, d'améliorer les choses sur ce que vous faites déjà. Et là, on arrive à la quatrième objection qui est j'ai une équipe en interne pour le faire. Et c'est là où on va récupérer cette méthodologie également de se positionner en tant qu'accompagnement, en tant qu'allié. Lorsqu'un prospect vous dit j'ai déjà une équipe en interne, ce qu'il veut dire par là, c'est de 1, ça fait doublon, j'ai pas envie de payer 2 fois pour une chose. Si je paye une équipe en interne pour le faire, j'ai pas besoin de te payer toi. Et l'équipe en interne vous prendra pour un concurrent ou un danger. Très souvent, une équipe en interne, donc s'il y a une équipe marketing communication dans l'entreprise, même si c'est une seule personne, dans un consultant, elle va voir un danger. Elle peut voir éventuellement quelqu'un qui a pour mission de révéler ses incompétences alors qu'elle est peut-être très compétente la personne, mais elle va vous voir comme quelqu'un qui veut la prendre en faute, montrer qu'elle en sait plus. Donc c'est là où ça serait une erreur de se positionner comme ça et où vous devez plutôt opter pour un positionnement d'accompagnement et d'allié. Lorsque vous vous retrouvez face à un prospect qui vous dit j'ai déjà une équipe en interne, vous devez lui répondre un truc du genre justement, c'est pour ça que je suis là. Moi, je veux travailler avec vous parce que vous avez une équipe en interne. Je ne fais pas le côté technique, opérationnel, etc. Moi, je suis là en tant qu'accompagnement, en tant que conseiller. Ma spécialité, ce sont les stratégies de marketing numérique, les sites web, la pub, peu importe votre métier, quoi. Et mon but ici, c'est d'accompagner votre équipe en interne. Aujourd'hui, c'est normal, vous avez la tête dans le guidon, vous êtes à fond dans vos stratégies, vous êtes dans vos projets. Mon but ici, c'est de vous donner un œil extérieur sur tout ça, de vous amener éventuellement des nouveautés, parce que mon métier c'est de me former chaque jour sur les nouveautés qui sortent au niveau du web, et éventuellement peut-être d'apporter des conseils qui pourraient augmenter les résultats actuels. Donc c'est-à-dire que vous avez probablement une équipe très qualifiée en interne, avec de très bons résultats. Mon but ici c'est simplement de me positionner comme un conseiller pour encore optimiser tout ça. Le fait de faire ça, ça permet de désactiver le côté défensif de l'entrepreneur qui ne va pas se dire que vous êtes un doublon, il va se dire que vous êtes un complément à son équipe, et ça permet de désactiver la défense de l'équipe en interne
qui va plus vous voir comme un concurrent, un danger, mais comme un allié. Au contraire, l'équipe en interne peut du coup être plutôt agréable. Enfin voilà, ils peuvent trouver ça agréable d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui vient les aider. Parce que vous savez, les équipes en interne ont elles aussi leur challenge. Très souvent, le marketeur ou le responsable communication en interne dans une PME est souvent très peu formé au niveau marketing. C'est souvent voilà, c'est pas des hauts niveaux de formation, d'études ou autres au niveau du marketing. Donc très souvent, ils vont être très heureux d'avoir un consultant pour leur donner des idées, pour les accompagner, etc. Donc encore une fois, moi, dans la plupart des entreprises, enfin, chez la plupart de mes clients, il y a des équipes de communication. Et heureusement, parce qu'à nous seuls, chez Neway Marketing, on n'aurait jamais pu faire tout ce que eux font. Mais on donne des lignes directrices, on les aide à établir des stratégies, et après, on a des partenaires en interne qui s'occupent du côté opérationnel. C'est un peu comme quand vous lancez une campagne de publicité Facebook et que chez votre client, il y a des commerciaux qui doivent récupérer les leads pour les convertir. Là, c'est un peu la même chose. Vous pouvez leur dire, écoutez, il faut faire une campagne d'emailing, il faut faire un tunnel de vente de 10 emails. C'est pas vous qui allez rédiger les emails, c'est l'équipe en interne parce que c'est leur métier, parce qu'ils connaissent mieux la boîte que vous. Vous voyez, donc positionnez-vous en allié. Donc il faut transformer cette objection de j'ai déjà une équipe en interne, transformer-la en force et même en normalité, en mode c'est bien, c'est pour ça que je vous parle, c'est parce que je veux aider votre équipe en interne. Vous voyez, vous le transformez, vous retournez la situation. Et on va terminer avec la dernière objection, je ne suis pas intéressé par le web. Alors celle-là, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est particulière. Celle-là, je vous dirais qu'elle est probablement de votre faute. Et je vous le dis parce que je l'ai souvent croisée, cette objection. Et en fait, cette objection, elle ne s'élimine pas, elle ne se lève pas, elle s'anticipe. Quand quelqu'un vous dit « je ne suis pas intéressé par le web », ça suppose que la problématique elle est en amont, au moment du choix de démarcher cette personne. N'oubliez pas, comme on l'a dit précédemment, qu'il est essentiel pour chaque prospect de faire une petite recherche de 5-10 minutes pour voir un peu ce qui est mis en place au niveau du web, de voir où sont les problématiques selon vous, ce qui est améliorable selon vous, quels sont les axes d'amélioration selon vous. Et typiquement, je vous donne un exemple, mais si vous voulez vendre de la publicité en ligne, par exemple de la publicité Facebook, il faut avoir au préalable relevé des points comme par exemple quelqu'un qui publie de temps en temps sur la page Facebook, mais de façon chaotique. Ce qu'on voit très souvent, c'est des gens qui essayent de faire, quand ils veulent faire des ventes, ils font 3, 4, 5 publications la même semaine sur leur page Facebook, et puis après, il n'y a plus rien pendant un mois, puis ils refont une publication, puis 2 semaines de vide, et puis ils reviennent. Vous voyez, ce genre de page Facebook où les publications sont un peu chaotiques. Ça démontre clairement quelqu'un qui a compris que le web et que les réseaux sociaux, ça a du potentiel pour sa boîte. Ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils agissent dessus. Mais il manque de temps, il manque de discipline et il manque de méthode. Ils ne savent pas comment le faire. Donc ils le font mal. Donc là, on voit qu'il y a clairement un problème. Ils ne savent pas le faire, mais il y a une volonté. Ils veulent le faire. Ils ont compris l'intérêt de le faire. Là, on est sur un prospect intéressant. Si vous tombez sur une boîte qui n'a pas de page Facebook, qui ne publie pas, qui n'a pas publié depuis 1 an, et où voilà, qui est vraiment un truc vraiment, on voit même pas d'effort minimum, n'y allez pas. N'y allez pas parce que vous risquez de vous retrouver face à quelqu'un qui va vous dire ça m'intéresse pas le web. Et là, malheureusement, si vous vous retrouvez face à quelqu'un, ça m'est déjà arrivé, qui a, je sais pas moi, un âge avancé, qui n'a pas d'ordinateur ou qui s'y intéresse pas, qui ne croit pas vraiment à la publicité en ligne, qui à la limite fait des publications dans le journal, ce genre de choses, comment vous allez faire pour vendre vos services? Vous allez vous acharner pour vendre une solution web à quelqu'un qui n'en veut pas, qui ne paiera donc pas cher pour ça et qui sera sur la défensive même quand vous passerez en phase de production. Donc plutôt que de vous acharner sur ceux qui vous sortent des « le web ça ne m'intéresse pas », revoyez votre ciblage, anticipez ça en ne ciblant que des gens qui ont une problématique. À partir de là, toutes les objections du genre « j'ai déjà un prestataire et ça se passe super bien » ou « je ne m'intéresse pas au web », ça va disparaître. Vous n'allez vous retrouver que face à des prospects qui ont réellement un problème et qui, malgré leurs objections comme c'est trop cher, je suis déjà accompagné, je le fais moi-même, je veux rester autonome, j'ai une équipe en interne, malgré toutes ces objections, ils ont quand même un problème, vous avez quand même une solution et donc vous avez toujours un potentiel de closing. On pourrait résumer tout ça finalement en se disant que lorsqu'on vous pose une objection, ça confirme simplement l'intérêt du prospect, mais avec des réserves parce qu'il y a des points de doute, des points plutôt obscurs, des points d'ombre qui n'ont pas été éclaircis
lors des précédents échanges que vous avez avec votre prospect. Donc finalement, une objection, c'est ni plus ni moins qu'une question déguisée de la part du prospect. Et ce que vous devez faire, c'est lui poser des questions pour comprendre ses doutes, comprendre aujourd'hui ce qui l'empêche de vous dire simplement oui et débloquer tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y en a probablement d'autres, hein. Laissez-moi en commentaire toutes les objections que vous avez reçues et ça pourra me permettre de faire un deuxième épisode de ce genre, continuer de vous proposer comme ça des façons de lever des objections. Je sais qu'il y a plein de variantes, plein de nuances possibles, je sais même pas tout ce... Je pourrais même pas vous dire tout ce que j'ai entendu comme objection sur ces dernières années. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plupart ont quand même fini par closer, parce qu'encore une fois, une objection n'est rien d'autre qu'une conversation qui débute. C'est simplement une ouverture vers une deuxième partie de conversation. Donc prenez-le comme ça et surtout, ne vous décomposez pas dès que vous recevez une objection. Au contraire, souvenez-vous que c'est une preuve d'intérêt. Si le prospect n'était pas intéressé, il ne vous parlerait même pas. Donc sur ce, écoutez, je vous dis à très bientôt. Venez me rejoindre sur Instagram, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.